Et des marchés qui restent très volatiles et nerveux en ce début de mois de mai. Le plan de trading, les enjeux techniques de la semaine, chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Effectivement, mais si on prend d'ailleurs l'indice américain S&P 500 comme référence, c'est assez emblématique de ce qu'on a connu la semaine dernière. C'est un effet montagne russe très très important, énormément de volatilité, mais au final, on va le voir sur le graphique que vous présentez Romain, finalement, un S&P relativement stable sur la semaine. Mais il a fallu en passer par de nombreuses émotions pour obtenir ce résultat. Ah, effectivement, très, très stable. C'est ce qu'on pressentait la semaine dernière dans le plan de trading en disant que la tendance était baissière, mais que il y avait un risque de glissade. Alors, glissade, on perd 0,21%, je crois, sur le S&P la semaine dernière, pour une amplitude de variation de 6,3%. Sur le Nasdaq, c'est encore plus flagrant, puisqu'on a une amplitude de variation de 8,26% pour une baisse de 1,25% sur la semaine au final. Donc on en passe effectivement par des mouvements très compliqués, des contre-pieds monstrueux. En fait, ce qu'on peut en retirer comme information, alors le marché est toujours baissier à long terme, puisqu'on a rompu, et on l'avait indiqué la semaine dernière, sur les indices américains des supports majeurs, le Nasdaq 13 070, le S&P 4 169, et nous on avait préservé ces niveaux-là en Europe, et sur le CAC 40 en tout cas, on a rompu ces niveaux-là en fin de semaine dernière, violemment, et l'indice CAC 40 perd plus de 4% la semaine dernière, donc rattrape son retard nettement, et donc la petite surperformance ne tient pas. C'est beaucoup de spéculation qui travaille, qui est à la manœuvre et qui entraîne ces mouvements et ces écarts. Il y a un contexte tendu et puis des forces assez opposées. Il y a des portefeuilles qui sont toujours très couverts et voire même très couverts. Il y a presque 3 options ventes pour une option d'achat sur les niveaux actuels et un peu plus bas. On va voir ces zones-là précisément. Et il y a en revanche toujours des vendeurs qui, du côté spéculatif, ont la main et nettement la main. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu de pression baissière pareil depuis des mois, j'allais dire même presque des années, en tout cas depuis la crise Covid, au mars 2020, quand les vendeurs spéculer à la baisse dans ce marché. Là, on a connu l'ouverture de 37 000 contrats futurs sur une position globale de 330 000 depuis le point haut du 21 avril dernier. Donc, à chaque fois qu'on se parle, la position ouverte est renforcée, et on est un peu plus bas. Et tous les rebonds sont mis à profit pour vendre. Ça a été le cas avant la Fed, où les opérateurs avaient un petit peu allégé le mercredi, malgré la baisse. 9 000 contrats avaient été détruits le mercredi dernier. Et quand on a eu le compte-rendu de la Fed, le communiqué sur les taux, dès le lendemain, au moindre timide rebond, les vendeurs ont repris la main. Ils ont ouvert dans la journée de jeudi 8 000 contrats, donc quasiment la totalité. Et vendredi, ce sont 13 000 contrats futurs qui ont été ouverts dans la baisse. Donc il y a des questions d'arbitrage aussi liées au marché dérivé, mais il y a quelque chose d'autre qui se joue là. Et c'est la spéculation baissière qui a la main et qui entraîne ces mouvements et les accentue aussi avec des rachats de short. Mais globalement, pas de diminution de la position ouverte, pas de diminution de la pression baissière du tout pour l'instant. Oui, c'est ça, des vendeurs qui sont assez à l'aise, assez confortables et qui oui, c'est ça, qu'on gagné un peu de confort et un peu de marge avec la baisse du marché à chaque fois. À chaque fois. Et ça fait qu'on a une baisse qui se fait sous forme de glissade, assez technique, assez brutale, mais avec des volumes qui ne sont pas extraordinaires à la baisse non plus. Ils étaient lourds dans certaines séances. Et là, on constate qu'une journée comme aujourd'hui, ne se fait pas dans des volumes extraordinaires. Donc, il y a un mouvement de glissade et puis surtout une dispersion à l'intérieur des indices qui est colossale. Ça, c'est vraiment remarquable. On a la semaine dernière l'indice CAC 40 qui a perdu 4,22%. Total monte de 7,15% dans une amplitude qui est relativement raisonnable. Alstom, aussi, valeur oubliée, ça c'est aussi intéressant, prend 5,73%, tandis que toutes les valeurs du luxe, les 4 valeurs du luxe du CAC 40, perdent entre 9 et 12% sur la semaine. Donc, il y a, en regardant l'indice, on perd 4%, mais il y a quelque chose de fort qui se passe et il y a plus de logique sectorielle du tout, en dehors du secteur des énergies traditionnelles. Qui reste un secteur fort, évidemment. Si on regarde les enjeux techniques là, du S&P 500, effectivement, donc on se rapproche de niveaux sous les 4000 points désormais, Romain. Très proche. On a confirmé la clôture hebdomadaire du S&P une deuxième fois sous 4169 points. C'est pas bon. Ça confirme. Donc c'était notre alerte de long terme. Elle est rompue. On repasse en dessous. Malgré toute la volatilité, on clôture en dessous. Encore une fois, les vendeurs conservent la main. C'est pour ça que je dis un marché qui glisse. Et c'est aussi ce qu'on peut en retirer. Donc les cibles, 3972, premier support important. Mais la grosse cible maintenant, ce sont les 38,20% de retracement de toute la hausse Covid, post-Covid. C'est ça. Et
pandémie, et donc qui donne une cible 3764, 3816. Donc ça donne encore de la marge pour la baisse, et les 50% se situent autour de 3508. Ce sont des cibles légitimes qu'on peut viser maintenant. Alors avec toujours cette idée de contre-pied possible, parce que c'est la spéculation qui prend la main, parce qu'on voit que des opérateurs et des investisseurs commencent à se dire qu'avec ces niveaux de retracement, il y a quelques valeurs qui deviennent intéressantes. C'est surtout, et ce qu'il faut noter, c'est surtout les valeurs de la techno, les grosses technologies américaines qui pèsent sur le S&P. C'est le Nasdaq qui souffre le plus. Globalement, il y a des histoires qui sont un peu meilleures à l'intérieur des indices, mais en tout cas, ça plombe complètement le marché et l'ambiance. Bon, pour le marché américain, si on regarde le CAC 40 dans une configuration hebdomadaire, qu'est-ce qu'il faut regarder précisément, notamment des zones qui pourraient servir peut-être d'amortisseurs, les zones où les investisseurs sont les plus couverts aujourd'hui, Romain? Exactement, c'est celle que vous avez à l'écran. 5700, 6550, qui est la zone au cœur de laquelle on se trouve pour l'instant. D'où, alors évidemment, une baisse de 4,5% la semaine dernière, mais d'où ces mouvements hachés, c'est-à-dire qu'il y a de la défense, les opérateurs ne sont pas surpris, ils sont couverts, et en contrepartie, la spéculation, comme on l'expliquait, à la main. Ce qui est intéressant de noter, c'est que sous 5007, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'amortisseurs jusqu'à la zone 4008-5004, donc on pourrait avoir un trou d'air et un twist assez violent si on passe sous les niveaux de support. Alors, on va voir les premières cibles, mais sous 6000, on pourrait... alors, la zone 5007-6000, c'est un peu large, mais une zone 5008 située entre 5008 et 5009, sous ce niveau-là, on pourrait accélérer assez brutalement et aller chercher un cran plus bas. Je ne dis pas que c'est le scénario qui va se mettre en place, mais on sait que ce sont des niveaux d'alerte à surveiller. Et pour l'instant, en tout cas, on est dans une zone de densité d'options. Vous vous souvenez quand on regardait ces zones de densité d'options précédemment, les semaines précédentes, il y avait des zones très définies et assez coupées, assez hachées. Là, on est vraiment protégé, vu, large. Ouais. Ça n'empêche pas le marché de baisser, pour autant, ça ralentit ce mouvement. Ce qu'on note aussi dans la structure du CAC 40, c'est qu'il n'y a pas de figure de retournement baissière. Et ça, le fait qu'il n'y ait pas de figure, ça empêche le marché d'aller chercher des cibles propres, rapides. On cherche des niveaux et on les surveille. Ce n'est pas le même type de marché qu'une structure de retournement qui permettrait d'avoir des cibles précises et faciles. Très instructif également quand on cherche à comprendre la psychologie du marché des investisseurs, c'est de voir de grosses valeurs qui ont été les premières à décrocher. Exemple Kering dans le luxe, qui non seulement ne rebondissent pas, mais continuent de plonger avec, là, vous me disiez, une baisse déjà de 42. Plus de 40%, 42% pour Kering. Depuis ses points hauts du mois d'août. Du pic au creux. Ah, dans l'histoire de Kering, c'est forcément un événement notable. C'est significatif, évidemment. J'ai rien contre Kering, mais on en parle souvent. Mais ça a été notre benchmark. Oui, c'est un emblème. En analyse graphique, on essaie de ne pas avoir de biais. Simplement, on avait noté cette baisse en août dernier, à mi-août dernier, avec des volumes forts, et on considérait qu'il se passait quelque chose. Ça se confirme maintenant. On voit bien aussi dans la structure de la baisse, une structure de baisse avec une première vague de baisse, qui est la vague A, le rebond qu'on a connu ensuite, et cette énorme baisse dont on ne voit pas le fond et qui commence à ressembler à un sell-off, qui est de la vague C. Simplement, toujours dans les critères de l'analyse graphique, on nous dit que quand on retrace entre 50 et plus de 61-80% d'une figure, d'un mouvement, il y a des chances qu'on aille faire 100%. Donc les zones cibles prochaines, c'est la zone 6384 et un petit peu en dessous. Donc les 100% de retracement pour Kering, ça paraît possible. Compte tenu du contexte, on voit qu'elle a aussi nettement rompu le canal haussier au sein duquel elle avait évolué depuis 2018 et voire un petit peu avant. Donc, il y a quelque chose de très fort et de très lourd qui se passe. On efface plus que la période Covid, là. On efface plus que la période Covid. On enfonce des supports très importants. Il y a vraiment un changement de paradigme lourd qui se produit aujourd'hui sur les marchés. En dehors d'une baisse ou d'une consolidation, c'est autre chose. Où est-ce qu'on en est des matières premières? Alors, l'idée que les prix se comprimaient un petit peu, c'était le triangle qu'on regardait la semaine dernière. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là, si on prend le Brent comme référence? Eh bien, le Brent, il a donné une réponse à notre question la semaine dernière. On était dans un triangle symétrique, on était en plein milieu, on ne distinguait pas de sens. On constatait juste qu'il avançait beaucoup dans le triangle. Et plus on avançait dans le triangle, le risque de sortie faible était possible. C'est un peu ce qui se passe. Il n'y a pas une sortie très puissante, mais il y a quand même une sortie par le haut du triangle symétrique. Donc le trend reste haussier et reprend sa dynamique haussière. Clôture hebdomadaire au-delà de la borne haute du triangle et ouverture cette semaine aussi au-delà pour l'instant. Donc la cible légitime, elle se situe entre 138 et 139,45. C'est de l'hebdomadaire, il faudra peut-être quelques semaines pour aller chercher ces cibles-là. Et on est donc dans ce trend-là, tant qu'on dépasse et tant qu'on tient au-dessus de l'apex, la pointe du triangle qui est située à 103,95. Ouais.
Attention, hein, dans le contexte où on réagit beaucoup à l'inflation, à commencer par les banques centrales, si effectivement on se retrouve dans quelques semaines avec un baril qui approche les 130, 140 dollars, oui, ça peut être quelque chose de douloureux, ne serait-ce qu'en termes de gestion de l'inflation et des politiques monétaires. Bon, d'ailleurs, quand on dézoome un petit peu et qu'on intègre l'ensemble du compartiment énergétique, donc à travers un ETF de l'IXOR, Romain, là sur des clôtures mensuelles, effectivement, le trend est limpide. Hein. Très clair, et c'est le seul secteur et seul actif dans lequel il y a une hausse qui monte pour l'instant, donc le MSCI World Energy, qui est un indice reproduit effectivement sous forme de panier de valeurs avec les plus fortes capitalisations liées au pétrole, donc Chevron, Chevron qui a été une grosse pondération chez Warren Buffett. Voilà, ça se traduit ici nettement. Une zone de congestion qui datait de 2012, dans laquelle tout le secteur ne bougeait pas, le trou Covid, le trou d'air Covid, le trou d'air, la baisse violente Covid, on la retrouve, et une sortie de ce secteur qui s'est faite en début d'année et qui se confirme maintenant. Et même alors que tous les indices baissent, le compartiment prend encore, la semaine dernière, plus de 4%, avec une cible prochaine qui se situe aux alentours de 431. Ça laisse une dizaine de pourcents de hausse encore sur ce secteur qui ne baisse pas quand tous les autres baissent. Oui, c'est ça. Donc, c'est le seul secteur fort qui nous reste aujourd'hui quand on regarde cette logique sectorielle, indicielle. Alors, c'est le seul secteur fort, c'est le seul qui monte encore. C'est Il le y a seul toujours qui des monte secteurs encore. qui surperforment timidement, qui baissent moins que les autres. Donc, on a les télécoms, on a les utilities, on surveille qui frémissent l'automobile et j'oublie la chimie qui surperforme un petit peu. Il y a un très bon résultat pour se lever la semaine dernière. Ça doit maintenir un peu le secteur, mais tout ça est timide et fragile. C'est pas le trend, mais en tout cas quelque chose de très disparate avec ce secteur-là. Bon, avec un mauvais début de semaine, là, quels vont être les enjeux techniques immédiats pour le CAC 40 si on prend le contrat futur mai comme référence? Romain, il y a encore du dividende à détacher, j'imagine, donc il faut faire attention. 25 points. 25 points d'écart entre le cash et le futur. On s'enfonce toujours un peu plus dans la zone d'alerte. Oui, complètement. Beaucoup de niveaux à l'écran, c'est volontaire, parce que je sais qu'il y a beaucoup utilisent ça pour le trading, donc je les conserve, même si c'est un peu dense. Mais voilà, on était dans un canal baissier. La tendance était baissière, elle l'est depuis longtemps. On a enfoncé cette zone support très importante, 6312 et surtout 6260. Le bas du niveau sur lequel on avait rebondi au moment du flash crack de lundi dernier, il est rompu cette fois-ci, clairement en clôture hebdomadaire, avec un petit peu de volume, de la pression baissière, on l'a indiqué. Et donc, toujours des vendeurs qui ont la main dans un trend qui se passe du mauvais côté de la barrière. Les indices américains avaient enfoncé ces niveaux-là. Nous, on avait préservé ces niveaux. On peut avoir un équivalent sur l'indice CAC 40 cash, c'est 6400 points. Techniquement, donc sur le futur, tant qu'on est sous 6260, 6312, c'est baissier. Et la cible légitime, c'est de dupliquer ce canal vers le bas et d'aller chercher une zone cible. Ce sont des supports intermédiaires, mais 5871, 5922, ça semble être la cible légitime du mouvement. Il y a un gros palier qui va se jouer aux alentours de 6000, 6083 points. Mais encore une fois, des possibles temps d'arrêt, des vendeurs qui vont peut-être se racheter en partie. Mais ça peut continuer à glisser comme ça pendant un certain temps, en tout cas, et à être soit sans tendance, sans force, mais en tout cas avec un biais clairement baissier. Oui, c'est ça. Au-delà des vibrations, des heures quotidiens de marché, oui, on est quand même dans un sens qui est celui de la baisse pour l'instant et des vendeurs qui ont la main et qui sont confortables, on va dire, avec leur position vendeuse depuis qu'ils ont repris la main. Très avec trois niveaux clés, 6680, 6548 et 6490 sont les niveaux contre lesquels ils ont revendu systématiquement et pour lesquels qui seront clés dans un éventuel rebond et ils sont loin d'être sous pression. Merci beaucoup Romain. Romain Debré avec nous chaque lundi à 12h30 pour les enjeux techniques de la semaine. Le plan de trading avec Bourse Direct.